Bonjour ou rebonjour, merci d'être avec nous pour le 12-13 dimanche, notre rendez-vous politique sur France 3. Cette fois, ça y est, François Hollande a pris ses fonctions à l'issue d'une semaine marquée par des cérémonies, des gestes symboliques, des passations de pouvoir entre ministres. François Hollande a revêtu les habits de président de la République, mais la bataille politique n'est pas finie puisque les élections législatives arrivent maintenant et ce sont elles qui donneront une majorité confortable ou non au nouveau pouvoir, toujours sur fond de crise, ce qui ne laisse aucun répit au nouveau gouvernement. On va parler de tout cela avec Marine Le Pen. Bonjour ou rebonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du Front National, vous êtes candidate aux législatives aussi à Hénin-Beaumont. Vous êtes donc notre invitée ce midi dans 12-13 dimanche. On va commencer par une image de la semaine. On parlait de François Hollande, qui est maintenant président de la République. Il était sous l'Arc de Triomphe, vous voyez, sous l'eau, sous la pluie, pas de porte-parapluie pour le mettre à l'abri. François Hollande qui veut être un président normal, est-ce que c'est l'image justement d'un président normal prêt à affronter toutes les bourrasques ? C'est surtout un pas très bon signe, je trouve, pour un premier jour. Enfin bon, ça, vous savez, moi je suis un peu bretonne, donc je crois aussi de temps en temps au signe du ciel. Si vous ajoutez à ça la foudre qui a frappé son avion, il va falloir qu'il soit prudent. Mais trêve de plaisanterie. Ce qui m'a le plus frappé, peut-être choqué, c'est cette précipitation à courir immédiatement en Allemagne pour en réalité admettre qu'il se soumettra aux cures d'austérité qui sont prévues par Mme Merkel. Voilà, c'est ça la vérité que l'on veut nous cacher et que les Français vont découvrir dans les quelques jours, dans les quelques semaines qui viennent. Ça n'est pas en mettant le mot de croissance dans un traité que ça va changer les choses. Non mais je veux dire, clairement, il a nommé un Premier ministre parce que ce Premier ministre est germanophone. Il est parti immédiatement en Allemagne. Je pense que beaucoup déjà de ceux qui ont voté pour lui sont déçus dès les premiers jours en s'apercevant que cette déclaration de fermeté à l'égard de l'Allemagne, en réalité, n'était qu'un argument de campagne. François Hollande qui succède donc à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy que vous n'avez pas ménagé. Est-ce que vous êtes contente que Nicolas Sarkozy soit parti ? Non, mais je suis ni contente ni de l'une, ni de l'un, ni de l'autre, figurez-vous. Parce que si ça avait été le cas, j'aurais voté pour l'un ou pour l'autre. Or, d'abord, j'ai laissé la liberté à mes électeurs. Je le rappelle parce que ça n'est pas anodin. Je trouvais que c'était un comportement responsable que de demander aux électeurs, qui sont des citoyens à part entière, de se déterminer. Et j'ai moi-même refusé de voter ni pour l'un, ni pour l'autre, parce qu'encore une fois, je considère que sur les grandes lignes, ils mènent exactement la même politique. Donc, Nicolas Sarkozy parti ou battu, pas de satisfaction particulière de votre part ? Non, pas de satisfaction particulière et de toute façon, une inquiétude de l'arrivée d'un président qui, encore une fois, n'est pas capable, parce qu'il n'en a pas la volonté, de s'opposer aux diktats de l'Union européenne qui ne cesse d'appauvrir notre pays. Alors, on va voir ça, parce que c'est pas aussi simple peut-être, mais on va le voir un peu plus tard. Les temps changent donc, ça va entraîner une nouvelle distribution des rôles, puisque les opposants d'hier sont maintenant au pouvoir, vice-versa. Le nouveau gouvernement, pour commencer, a adopté une charte de déontologie, avec certains principes. Par exemple, la réduction du salaire des ministres, la baisse des crédits des ministères, je ne donne que quelques exemples, ou le non-cumul des fonctions. On ne peut pas être ministre et élu local, par exemple. Vous qui brocardez souvent la classe politique, qui s'arroge des avantages, est-ce que ce n'est pas un argument qui est en train de vous échapper, là ? Non, c'est plutôt une bonne chose. C'est bien de réduire de 30% les salaires des ministres, mais s'il pouvait éviter d'en augmenter le nombre comme il l'a fait, parce que du coup, ça fera pas beaucoup d'économies pour les Français, tout ça. Bon, ça c'est la première chose. Et puis, j'aimerais quand même qu'on n'oublie pas, je suis la seule à le dire, mais c'est pas la première fois que sur des sujets tels que ceux-là, je suis la seule à avoir le courage de dire la vérité. C'est que François Hollande avait dit « Je ne prendrai pas autour de moi de gens qui ont été condamnés ». Il l'a dit. Il en a fait la promesse aux Français. La première chose qu'il a faite, c'est de rompre cette promesse en nommant M. Hérault comme Premier ministre. Qui n'a pas été condamné personnellement et qui a été réhabilité. Il n'a pas été condamné personnellement. Non, monsieur, il a été condamné en qualité de maire. Voilà. C'est-à-dire qu'il a été condamné, et c'est la pire des choses, il a été condamné parce qu'il n'a pas respecté les lois, alors même qu'il a été condamné pour favoritisme dans le cadre de son mandat. Ça veut dire quoi, réhabilité, monsieur ? Réhabilité, ça veut dire que, voilà, on passe l'éponge. Il a été condamné. Voilà, réhabilité, c'est la justice, c'est pas non, vrai. La réhabilitation, c'est un acte automatique qui désinscrit du casier judiciaire, au bout d'un certain délai, les condamnations. Mais, monsieur, permettez-moi, en matière politique, il n'y a pas de droit à l'oubli. Et d'ailleurs, les socialistes sont les premiers, bien souvent, à rappeler les condamnations de leurs adversaires qui ont eu lieu bien avant celles de monsieur Hérault. Ce n'est pas moi qui ai forcé monsieur Hollande à prendre cet engagement. Il a pris cet engagement auprès des Français, il l'a rompu, c'est sa première trahison. Ça n'a pas mis longtemps. Alors,
En tout cas, il y a aussi un nouveau gouvernement, paritaire, autant d'hommes que de femmes, ça c'était un engagement, il l'a tenu, et un gouvernement avec des figures de la diversité. Finalement, c'est l'image de la France d'aujourd'hui, ce gouvernement. Non mais monsieur, permettez-moi, mais moi je n'ai pas cette vision communautariste comme vous l'avez. Je ne juge pas les gens en fonction de la couleur de leur peau, ni de leur origine, ni de leur religion. Je les juge en fonction de leurs compétences et des valeurs qui sont les leurs. Et ils ne sont pas Par exemple, vous voyez ces gens-là Madame Taubira. Madame Taubira, c'est quand même assez inquiétant de l'avoir nommée ministre de la Justice, cette femme. Car enfin, personne ne peut oublier qu'elle est une indépendantiste. Et alors, quel est le problème avec la justice ? Parce qu'il me semblait, moi, que quand on est ministre, on se soumet à la Constitution française. La Constitution dit que la République est une et indivisible. Et pourtant, Madame Taubira a toute sa vie œuvré pour que cette République soit divisée, et notamment en plaidant pour l'indépendance d'un certain nombre de territoires d'outre-mer. Madame Taubira, dont tout le monde sait qu'elle a une vision profondément communautariste de la société française, ce que je condamne, ce que je combats en toutes circonstances. C'est une sur une trentaine. Hein. Oui, prenons-en d'autres. Monsieur Moscovici, nommé ministre de l'économie, très mauvais signal. Parce qu'enfin, M. Moscovici est un européiste absolument radical. C'est même pas convaincu, c'est radical. Lui, c'est la carpette face à l'Union européenne, à la Commission européenne, au Fonds monétaire international, à la Banque centrale européenne. Et on pense que lui, il va faire quelque chose pour mettre au pas les technocrates de Bruxelles qui sont en train de nous imposer des cures d'austérité. C'est une vaste plaisanterie. Donc, on aurait pu imaginer qu'avec ce nouveau pouvoir qui arrive, ça oblige tout le monde un peu à changer de logiciel, puisque la gauche arrive au pouvoir après 10 ans d'absence. Mais ça change quoi, profondément ? Vous, en fait, vous dites finalement la même chose qu'avant. Mais qu'est-ce que ça change, ce sont des européistes, c'est une vision communautariste. Mais évidemment que oui, monsieur. C'est les mêmes arguments que lorsque Nicolas Sarkozy était là. Mais monsieur, ce que je reprochais à Nicolas Sarkozy, comprenez-moi bien, et aux dirigeants de l'UMP, c'est d'être totalement soumis à l'idéologie de gauche. Ils se sont écrasés devant l'idéologie de gauche en toutes circonstances, au point d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux, d'appeler à voter socialiste au second tour, au cantonal, et de s'apprêter à voter socialiste au second tour, aux législatives. C'est ça que je leur reproche. Par conséquent, encore une fois, que ceux-là soient au pouvoir ou que les autres aient été au pouvoir, c'était la même idéologie laxiste. Justement. C'était la même idéologie migrationniste. C'était la même idéologie européiste. Vous faites peut-être C'est pour ça que je suis la chef de l'opposition. Je suis la chef de l'opposition au système. Vous faites peut-être référence à ce que Nathalie Kosciusko-Morizet avait dit sur ce plateau avant le premier tour de l'élection présidentielle, lorsque Florian Philippot, votre bras droit, lui avait posé la question « En cas de duel PS-FN, vous votez pour qui ?» Elle avait dit PS. Eh bien, nous avons demandé à Geoffroy Didier, secrétaire national de l'UMP, proche de Nicolas Sarkozy, de vous poser une question à son tour. Marine Le Pen, bonjour. Si vous me permettez, vous me faites penser en quelque sorte à un mauvais médecin. Un médecin qui donne un diagnostic, mais qui n'a aucun intérêt à guérir son patient, puisque vous avez fait des souffrances de nos concitoyens votre fonds de commerce. Lorsque Nicolas Sarkozy a réglé le problème des prières dans la rue, comme par hasard, vous étiez contre. Lorsque Jean-François Copé a initié l'interdiction du port de la burqa dans l'espace public, comme par hasard, vous étiez contre. Pire, lors de l'élection présidentielle, vous avez carrément trahi vos électeurs, puisqu'en les incitant à voter blanc au second tour, vous avez permis la victoire de François Hollande. Alors Marine Le Pen, je vous pose une question simple. Allez-vous, lors des élections législatives, continuer à trahir vos électeurs en les incitant à voter blanc dans les circonscriptions où il y aura un second tour UMP, Parti Socialiste? Oui, j'ai bien entendu cet argument qui est répété en boucle par l'UMP. Ce serait de notre faute, en quelque sorte, si François Hollande a été élu. Ben non, c'est de leur faute. Alors. Non, mais là, en l'occurrence, pour les législatives, en cas de duel... Monsieur, non, mais là, la question. Non, monsieur, vous pouvez pas laisser 5 minutes la parole à ce monsieur et laissez-moi répondre. Alors, je vais lui répondre point par point. Je n'étais pas contre la loi pour la burqa, je pensais que c'était pas la peine de faire une loi et qu'il suffisait d'un simple règlement pour régler ce problème qui, aujourd'hui, n'a pas été réglé. 2, je n'étais pas mécontente de régler le problème des prières dans la rue, il y a qu'un malheur, c'est qu'il n'a pas été réglé. Et il y a toujours, aujourd'hui, tous les vendredis, dans des villes de France, des prières dans la rue. Et si c'est réglé, ce problème, en accordant des mosquées gratuitement, en violant la loi de 1905, je pense que ça n'est pas le régler le problème, mais c'est l'aggraver. Quant à ce que dit ce monsieur sur la trahison soi-disant de mes électeurs, j'ai laissé mes électeurs libres. Je sais qu'à l'UMP, la liberté, c'est un vieux souvenir. Alors, la question se pose pour les législatives. Si, en cas de duel, UMP, PS, ce sera la majorité en France, est-ce que vous, au Front National, vous direz il vaut mieux voter blanc comme vous l'avez fait pour la présidentielle ? Je laisserai mes électeurs
libre, monsieur. S'il m'arrive de donner des consignes, ce sera des consignes au cas par cas. Parce que, encore une fois... Ça dépendra de quoi? Monsieur, ça que les dépendra choses de quoi, soient les consignes? claires. Ça dépendra de quoi, les consignes? Monsieur, vous permettez? Non, mais vous dites au cas par cas. Au cas par cas, ça dépendra du cas. Mais ça veut dire voyez, quoi? au cas par mais ça cas, veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépendra du cas. Si l'UMP est compatible avec le VFL? Non, pas l'UMP, monsieur. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, ça fait 30 ans que je subis ça, d'accord? Ça fait 30 ans que je mais vois... quand vous dites au cas par cas, sur quoi Monsieur, vous jugerez les permettez cas? quand même de me laisser terminer ma phrase? Ou c'est Mais vous qui êtes un... Non, parce que sinon, je vous laisse, et puis à ce moment-là, vous allez exposer vos idées, qui sont sûrement passionnantes, à ceux qui nous regardent. Mais je ne comprends pas au cas par cas. Mais ça vous veut ne dire, comprenez pas, vous jugerez monsieur. sur quoi? Mais monsieur, vous ne pouvez pas me comprendre parce que vous ne me laissez pas terminer 3 mots de suite. Allez-y. Voilà, c'est très gentil de votre part, et en même temps un petit peu respectueux. Bon, je vous explique d'une manière très claire. Avant le second tour de l'élection présidentielle, j'ai posé une question claire au président de la République. Je lui ai dit, en cas de duel entre le Rassemblement Bleu Marine et les socialistes, que ferez-vous? On m'a répondu, nous voterons socialistes. Eh bien, les électeurs de Marine Le Pen, qui ont voté pour elle au premier tour, et à qui j'ai laissé une liberté totale, se sont dit, eh bien, puisque c'est comme ça, nous ne voyons pas de différence entre l'UMP et le Parti socialiste. Qui est donc responsable de cela? Ce sont les responsables de l'UMP, ce sont les Nathalie Kosciusko-Morizet, ce sont les Xavier Bertrand, ce sont tous ceux qui ont expliqué qu'entre un patriote du Rassemblement Bleu Marine et un socialiste, ils préféraient voir élu un socialiste. Il ne faut pas maintenant qu'ils viennent se décharger de leurs responsabilités sur nous. On leur a tendu la main une fois de plus. Ils nous ont fermé la porte sur les doigts. Ils n'ont qu'à s'en prendre, cher monsieur, qu'à eux-mêmes. Bien, vous avez répondu. Premier tour des élections législatives, donc dans 3 semaines. Quelle sera la nouvelle majorité? Combien d'élus aura le Front National? Les derniers sondages aussi. Jérôme Dorville va nous rejoindre pour vous questionner. Jérôme Dorville, chef du service politique de France 3. Bonjour Jérôme. Bonjour Francis. Et effectivement, il y a un sondage dont on parle beaucoup ce matin. C'est le premier sondage sur la circonscription phare de cette campagne, la circonscription d'Hénin-Beaumont. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors ce sondage, c'est le sondage IFOP pour le journal du dimanche. Il vous donne battu dans tous les cas de figure, et notamment en cas de duel au second tour avec Jean-Luc Mélenchon. Que dites-vous de ce sondage aujourd'hui? Est-ce que c'est un atterrissage réussi pour votre adversaire? Non mais écoutez, la présidentielle vous a pas servi de leçon? Parce que manifestement, elle n'a pas servi de leçon à l'IFOP toujours. Là, parce que l'IFOP nous donnait à égalité dans les sondages sur la présidentielle. Il n'y a qu'un malheur, c'est que M. Mélenchon a fait 11 et moi 18. Voilà. Donc je trouve que les sondeurs feraient bien de faire preuve d'un peu de modestie. Voilà. Et l'Institut de sondage de Mme Parisot, patronne du MEDEF, peut-être tout particulièrement. Parce qu'un sondage qui m'explique, parce que je l'ai lu en détail, que 40% des électeurs de Nicolas Sarkozy voteraient pour M. Mélenchon au second tour, permettez-moi tout de même, de le prendre avec beaucoup de prudence. Alors, je vois bien qu'il est le chouchou des médias, M. Mélenchon. On a bien compris ça depuis un certain nombre de mois. Je vois bien qu'il est le chouchou des sondeurs. Bon, mais laissez donc l'élection se dérouler. Alors, on verra bien ce qui se passera. On rappelle qu'il y a 11 candidats dans cette circonscription. Voilà, il y a les 4 principaux candidats qui s'affichent sur votre écran. Mais il y a aussi 576 autres circonscriptions, Marine Le Pen, en France. Et on a l'impression que le Front National est un petit peu en embuscade. Vous avez tendu la main, il y a quelques semaines, à des élus UMP qui seraient tentés peut-être de vous rejoindre, notamment au deuxième tour, puis vous êtes un petit peu rétracté. Alors est-ce que ça veut dire que, simplement, c'est parce que l'UMP, au fond, même les élus locaux, ne saisissent pas la main que vous leur tendez? Ah si, un certain nombre l'ont saisi. Peu, un certain nombre ont d'ailleurs été investis. Un ou deux ont été investis et beaucoup ont la volonté de le faire. La réalité, c'est qu'il faut en cesser avec ces appareils, et notamment avec cet appareil UMP qui est très majoritairement beaucoup plus proche de la gauche que des idées patriotes qui sont les nôtres. Il n'y a qu'un malheur, c'est que l'immense majorité des électeurs de l'UMP, eux, se sentent beaucoup plus proches de nous que de leurs dirigeants qui tentent à gauche. Alors, il faut la grande recomposition de la vie politique. C'est à ça que j'appelle les électeurs. Ils ont une responsabilité historique aujourd'hui, les électeurs français, c'est de forcer à la recomposition de la gauche pour créer une opposition... Recomposition de la gauche? Pardon? Vous avez dit recomposition de la gauche? Non.
à force, C'est une ce que vous venez de recomposition en opposition avec opposition la à la gauche. gauche. Parce que, encore une fois, il y a aujourd'hui des gens qui voteront comme la gauche à l'UMP. Or, pourquoi la gauche ne veut pas cette clarification qui pourtant aurait dû avoir lieu avant les élections? Parce qu'ils savent qu'ils ont entre eux des divergences de fond. Eh bien, les électeurs, ils peuvent compter sur nous. Nous, au Rassemblement Bleu-Marine, on n'a pas de divergence de fond. Ils savent qu'élu à l'Assemblée, par exemple, il est sûr qu'on votera contre le droit de vote des étrangers. Encore une fois. Il est sûr qu'on Marine Le votera Pen, pour la encore une suppression fois, de il y a l'aide très- médicale d'État. Il y a très peu d'élus UMP qui sont prêts à vous rejoindre. Ça se compte sur les doigts d'une main, pour l'instant en tout cas. Il y a 3 semaines, vous obteniez 18% des voix au premier tour de la présidentielle. On a quand même le sentiment que vous êtes toujours à l'isolement, en quelque sorte. Mais monsieur, ça, c'est la direction de l'UMP qui veut ça. Et c'est pour ça qu'elle a perdu. Aussi, c'est parce qu'elle est sectaire. C'est parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte d'accord, de manière incroyable d'ailleurs, avec le Parti socialiste, qui fait qu'en toutes circonstances, eh bien, il se serre la main. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui justifie cela? Qu'est-ce qui justifie que pendant l'entre-deux-tours, Nicolas Sarkozy tienne quasiment mot à mot le discours qui est le nôtre, mais qu'il préfère tout de même, tous ces dirigeants UMP, appeler à voter socialiste? Moi, j'aimerais qu'on m'explique ce qui justifie cette mise à l'écart, qui est le retour de la machine à perdre. Je voudrais qu'on me donne une explication claire. Je voudrais savoir pourquoi M. Guéant, par exemple, redécoupe ma circonscription au bénéfice des socialistes. Je voudrais savoir pourquoi, face à des socialistes municipales à Hénin-Beaumont, l'UMP a appelé à voter socialiste, y compris les socialistes corrompus. Voilà, c'est ça la question qu'il faut leur poser. C'est pas à moi qu'il faut poser cette Il y a une question-là. autre question que je voudrais vous poser, parce que vous avez dit je veux être l'alternative, vous voulez en fait faire exploser la droite en quelque sorte, et vous posez comme seule alternative au nouveau pouvoir, mais il se trouve que Nicolas Sarkozy a obtenu plus de 48% des voix au deuxième tour de la présidentielle. Est-ce qu'au fond la droite n'est pas moins malade que vous ne l'espériez? Sur quelles idées, monsieur, a-t-il obtenu 48% ? Sur la régulation drastique de l'immigration? Sur vos idées, c'est ça. Oui, évidemment. Oui, bien sûr. Il n'y a qu'un malheur, c'est que ceux qui succèdent à M. Sarkozy n'ont pas les mêmes idées que M. Sarkozy. Et ils ont d'ailleurs été les premiers à critiquer très durement les positions qui ont été les siennes. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'Assemblée demain, ces gens-là? Ils vont suivre leur ligne néo-gauchiste ou ils vont suivre l'entre-deux-tours de Nicolas Sarkozy? l'UMP. Eh bien, moi, je crois que sous l'impulsion de M. Fillon, sous l'impulsion de M. Bertrand, sous l'impulsion de Mme Kosciusko-Morizet, ils repartiront dans leurs errements de gauche. Et c'est Marine bien Le Pen. pour ça que les électeurs doivent prendre une assurance. Et l'assurance, c'est évidemment de faire élire Marine Le Pen. des députés du Rassemblement Bleu-Marine. Rapidement, l'UMP parie sur une cohabitation, espérait une cohabitation. Ça serait une bonne idée, une cohabitation, pour contrecarrer, contrebalancer le pouvoir du Parti socialiste? De toute façon, tout ce qui peut contrecarrer le pouvoir du Parti socialiste est, à mon avis, une bonne chose. Mais si c'est pour faire la même chose que le Parti socialiste, ça ne sert à rien d'avoir une cohabitation. Et si vous êtes battu à Hénin-Beaumont, vous en tirerez quelle conclusion? Il faut que je continue et que je travaille plus dur encore pour mon pays et pour mon peuple. Jérôme, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 12-13 dimanche. On va en venir maintenant à l'actualité de la mi-journée et on va accueillir Catherine Matoche. Bonjour Catherine. Bonjour Francis, bonjour Marine Le Bonjour. Pen. Marine Le Pen, François Hollande a prévenu dès son arrivée à Washington que le retrait anticipé des soldats n'était pas négociable. Ça doit vous satisfaire, d'autant plus qu'on apprend ce matin la mort de 2 nouveaux soldats de l'OTAN dans un Ça me attentat à satisfait Sicile. tout à fait, puisque vous savez que nous avons toujours été contre cette guerre en Afghanistan et que nous avons toujours réclamé le retour des soldats dans les plus brefs délais. Donc un bon point pour François Hollande. Oui, ça peut arriver. Vous savez, j'aimerais bien d'ailleurs qu'il respecte d'autres promesses qui recoupaient notre programme. Je pense par exemple à la séparation des banques de dépôt et des banques Ça, on d'affaires. y reviendra un peu plus tard. Oui, c'est Catherine, important pour la parce suite que- de l'actualité. Merci Catherine, à ce soir pour À le ce 19 soir. évidemment. Marine Le Pen, 2 questions pour ou contre, question d'actualité. Vincent Payon a relancé l'idée de réinstaurer la semaine de 4 jours à l'école primaire. Vous êtes pour ou contre? J'ai l'impression, ça devient risible. Vous savez, Vous c'est êtes comme, pour ou contre? c'est comme la manière dont on couche les enfants, si vous voulez, ça change tous les 3 ans. Donc un coup sur le ventre, un coup sur le dos, un coup sur le côté. Bon, c'est pareil pour la semaine des 4 jours ou des 5 jours. On prend en otage les enfants pour des raisons purement idéologiques. Moi, je vous avoue que je suis plus pour la semaine des 4 jours, étant entendu qu'il faudrait que ces 4 jours soient pleins, parce que moi j'ai 3 préadolescents qui sont au collège. Or, le nombre de fois où ils commencent à 10h ou à 11h, où ils terminent à 15h, si déjà on les faisait travailler 4 jours pleins, ça pourrait être une bonne chose. Le problème, c'est qu'il y a Donc beaucoup de gens qui sont
Écoutez-moi, il y a beaucoup de gens qui sont divorcés et le fait de faire travailler les enfants le samedi matin, ça complique considérablement l'exercice des droits de garde. Donc essayons de faciliter quand même la vie des parents, quoi. Pour ou contre le fait que les anciens présidents de la République siègent au Conseil constitutionnel? Robert Contre. Badinter dit il faut arrêter ça. Vous êtes contre? Oui, M. Badinter a parfaitement raison. Ça ne se justifie en aucune manière et ça commence vraiment à poser des véritables difficultés. Voyez par exemple la manière dont le Conseil constitutionnel a été amené à prendre position dans l'affaire des parrainages de maires. Eh bien, on voit bien là qu'on est en quelque sorte, nous, opposition, entre les mains de nos adversaires politiques. Ça ne peut pas durer comme cela. Ça me paraît très dangereux pour les libertés individuelles et collectives. Venons-en maintenant, Marine Le Pen, aux urgences du moment, la crise en Europe. Vous l'avez évoqué un peu, on va y venir un peu en détail. Une crise qui est mondiale aussi. Et François Hollande vient de se trouver un allié, visiblement Barack Obama, pour défendre l'idée de la croissance, qui n'était pas une idée forcément défendue par les partenaires européens. Lors du G8, les principaux dirigeants ont donc décidé que la croissance allait être la priorité. Vous, pendant la campagne électorale, pendant la présidentielle, vous disiez oui à la croissance, mais en même temps, il faut faire des économies. Il faut commencer par quoi ? Non, excusez-moi, monsieur, nous ne parlons pas de la même chose. Et je crois qu'on est en train d'enfumer les Français. Parce que la croissance telle que je l'envisage, moi, n'est pas du tout la croissance telle que les membres de la Commission européenne l'envisagent, d'accord ? La croissance chez eux, c'est la dérégulation totale du Code du travail. C'est la disparition du SMIC. C'est la multiplication des CDD. Mais pas chez François Hollande, pas chez François Hollande. Oui, mais c'est là où il n'est pas très honnête. Parce que on s'apercevra très vite, et les Français s'apercevront très vite, que la croissance version Union européenne, c'est en réalité l'ultralibéralisme radical, encore plus de remèdes ultralibéraux, alors que l'on voit ce que ça peut donner. Alors, il y a des économies à faire, certes, mais ces économies, elles sont d'abord sur l'immigration. 70 milliards d'euros par an, voilà ce que ça coûte l'immigration. À la France ou à l'Europe ? Et moi, à la France. Et quand je vois, tous les jours, je rencontre des personnes âgées qui me disent « j'ai renoncé à acheter des médicaments parce qu'ils ne sont plus remboursés » et que je vois que l'on continue à verser 700 millions d'euros pour l'aide médicale d'État au bénéfice des clandestins, je dis qu'effectivement, il y a des choix à faire. Bon. Et puis, le seul moyen pour qu'il y ait de la croissance, c'est protéger nos frontières. Or, ils ne le feront pas, puisqu'ils se sont soumis à cette idéologie ultralibérale. Il faut mettre en place un protectionnisme intelligent. Il faut faire cesser la concurrence déloyale avec des pays à très bas coût. Donc là, François Hollande, vous pensez qu'il n'a pas gagné la bataille ? Oh, mais non seulement il n'a pas gagné la bataille, mais il n'est même pas prêt à la mener. La seule bataille que François Hollande mène, c'est la bataille des mots. Le problème, c'est que les mots, ça donne pas d'emploi. En tout cas, c'est avis de tempête sur l'Europe, quoi qu'il en soit, puisque l'Europe n'arrive pas à se sortir de la crise. Il semblait qu'il y avait quelqu'un qui avait dit ça déjà depuis longtemps, c'est Marine Le Pen, il me semble. Vous voyez, on l'a repris, parce que avis de tempête, après tout, c'est la météo qui dit ça aussi. Et on parle de plus en plus du scénario de sortie de la Grèce, de la zone euro. Ça amplifierait malgré tout la crise politique en Union européenne, non ? Oui, bien sûr, mais c'est exactement ce que je ne voulais pas qui arrive. Voilà. C'est pour cela que j'avais proposé une sortie concertée et un retour concerté aux monnaies nationales de la part des partenaires européens. C'était pour éviter ce qui m'apparaissait comme totalement inéluctable au moment où tout le monde, encore une fois, nous critiquait, disait que nos analyses étaient stupides. Alors inéluctable, pas encore, c'est un scénario qui est à l'étude. Mais nous y sommes. Ils vont jeter la Grèce hors de l'euro en sanctionnant au passage le peuple grec. Et puis après, ils jetteront le Portugal. Et puis peut-être, à ce moment-là, l'Union européenne s'effondrera, comme j'ai dit qu'elle s'effondrerait depuis déjà de nombreuses années. Est-ce qu'on anticipe tout ça ou est-ce qu'on laisse le chaos s'installer ? Écoutez, l'UMPS a décidé de laisser le chaos s'installer. C'est la politique du chien crevé au fil de l'eau. Moi, je pense qu'il faut maintenant prendre la situation en main et effectivement organiser le retour aux monnaies nationales, quitte à conserver l'euro comme monnaie commune, ce qui ne sera même plus possible si on laisse la situation s'aggraver. Retour aux monnaies nationales. Imaginons que la Grèce revienne à la monnaie nationale. La France a prêté 50 milliards d'euros à la Grèce, à peu près. Ça voudrait dire que la France perdrait cet argent-là. Parce que vous croyez qu'on n'a pas déjà perdu ? Non, mais là, définitivement. Non, mais vous croyez qu'on l'a pas déjà perdu ? Là, il y a un espoir de remboursement, de retour. Mais comment, monsieur ? Expliquez-moi. Mais là, pour le coup... Non, mais ça m'intéresse beaucoup. Expliquez-moi donc, quel est l'espoir de remboursement ? Parce que moi, je vois un pays dont la récession est de plus en plus grave, dont le chômage ne cesse d'augmenter, dont la production ne cesse de s'effondrer. Expliquez-moi par quelle, opération du Saint-Esprit peut-être. Du jour au lendemain, la Grèce serait capable de nous rembourser. La réalité, c'est que nous avons pris dans la poche des Français pour, donner de l'argent à la Grèce, sachant pertinemment
que nous ne reverrions jamais cet argent. En tout cas, cette crise économique en Grèce se double d'une crise politique aussi. On voit bien qu'en Grèce, il n'y a pas de majorité qui ressort des urnes. Il va falloir d'ailleurs que les Grecs revotent. Et puis, il y a des extrêmes qui apparaissent. Un parti néo-nazi qui s'appelle Aube Dorée, qui a obtenu 21 sièges aux dernières élections législatives. Est-ce que ça vous inquiète ? Bien sûr, c'est inquiétant, bien entendu. C'est inquiétant parce que ceux qui nous gouvernent et qui sont les majorités droite-gauche en Europe depuis 30 ans n'ont eu de cesse de laisser la situation se dégrader. Non, mais ça vous et inquiète ? on pousse les gens, on pousse les peuples à la radicalité, en quelque sorte. Mais qu'est-ce qui vous inquiète ? C'est que le parti néo-nazi ait des sièges. Mais bien sûr que c'est inquiétant, monsieur, bien Alors, entendu. On va écouter justement un extrait du discours que tient le leader de ce parti en Grèce. La Grèce appartient aux Grecs, chantent les partisans de l'Aube Dorée dans les rues d'Athènes. Le parti néo-nazi vient de faire une entrée en force au Parlement. Leur chef de file annonce la couleur. Tous les immigrés illégaux, hors de mon pays, hors de chez moi. Avec 7% des voix, résultat jamais atteint, le parti xénophobe vit sa consécration. Marine Le Pen, les immigrés illégaux hors de la Grèce. Les immigrés illégaux hors de la France. Mais vous l'avez Nicolas dit aussi. Sarkozy, il ne l'a pas dit aussi. Mais vous aussi. Mais Nicolas Sarkozy ne l'a pas dit aussi. Donc vous êtes en train de dire que l'ancien président de la République est similaire Non, je vous à pose ces la question à néo-nazis. vous, je vous pose la Non, question à vous vous. posez une question qui Quand est une vous dites- question tordue. Pas du D'accord ? Si, bien entendu. Avec une arrière-pensée assez ignoble, il faut bien le dire. Alors moi, je vous répète que si vous considérez que le simple fait qu'on ne veuille pas des immigrés illégaux dans un pays, eh bien, vous rend proche de ces gens-là, eh bien, vous allez en trouver beaucoup en Europe, y compris dans les gens qui participent du système, tels que les responsables de l'UMP. Je trouve vos méthodes, monsieur, particulièrement condamnables. Voilà, je vous le dis. Alors, on va terminer par un détour, par une exposition au Musée des Invalides à Paris qui est consacrée à l'Algérie et aux relations entre la France et l'Algérie entre 1830 jusqu'à l'indépendance 1962. Il y a cette affiche, vous le voyez, où on voit un soldat français qui fait face à un chef de guerre algérien. Alors, cette exposition, c'est au Musée de l'Armée, à l'Hôtel des Invalides à Paris. 50 ans après les accords d'Évian, est-ce que ce travail de mémoire est nécessaire ? Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce livre, parce qu'en général, le C'est travail de l'exposition, mémoire, ça, c'est l'affiche de le travail de l'exposition. mémoire fonctionne toujours dans le même sens. En l'occurrence, sur la guerre d'Algérie, elle consiste à dire que nous sommes les méchants, hein, et que, heureusement, que l'Algérie a réussi à obtenir son indépendance. Soit. Moi, alors, je pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus d'Algériens qui viennent s'installer en France ? Après tout, leurs parents se sont battus pour avoir l'indépendance, c'est honorable, eh bien ils devraient rester dans leur pays pour travailler à le construire, pour travailler à faire là-bas une prospérité économique qui n'existe pas, parce que depuis 1962, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Algérie n'a pas vu son économie s'améliorer, mais plutôt se dégrader. Mais les islamistes sont aux portes du pouvoir, enfin sont mis sur le côté. Je veux dire, au moment des élections, c'est un pays où les islamistes n'ont pas conquis le pouvoir. Oui, les islamistes n'ont pas conquis le pouvoir, c'est heureux, mais ils sont en train de le conquérir en Tunisie, en Mais Égypte. pas en Algérie. Ils l'ont conquis grâce à nous, enfin grâce à Nicolas Sarkozy et au Parti socialiste en Libye. Hein, et ce qui maintenant déstabilise le Mali. Et il va y avoir là encore un sujet d'inquiétude majeur dans les années à venir, c'est que toutes ces erreurs fondamentales de nos dirigeants, ce sont, comme d'habitude, le peuple français qui risque de le payer très cher. Un dernier mot, le président algérien, toujours pour revenir sur l'Algérie, demande toujours le pardon de la France pour les exactions commises en Algérie, les atrocités aussi. Est-ce qu'il faut à un moment qu'il y ait un geste de la France ? Il n'en est absolument hors de question, monsieur. Parce qu'enfin, il y a eu une guerre, et dans cette guerre, il y a eu des exactions de la part du FLN, et nous n'envisageons pas, nous, de réclamer à monsieur Bouteflika, qu'il commence par faire en sorte que les cimetières des Français ne soient pas systématiquement dégradés, les cadavres et les os sortis. Et puis après, peut-être nous pourrons discuter. Marine Le Pen, en tout cas, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de 12-13 dimanche.